Do you feel the vibes? Merci Paul. Merci. Peut-être avez-vous vu ces photos sur la prison des Baumettes à Marseille. Des rats dans tout l'établissement, des cellules délabrées, insalubres, l'absence d'eau courante au robinet obligeant les détenus à boire l'eau des toilettes. Et puis cette violence, c'est la loi du plus fort. Bref, des conditions de détention inhumaines selon le contrôleur des prisons qui vient de lancer un cri d'alarme. Avec ce reportage, vous allez découvrir un phénomène nouveau dans les prisons françaises, une révolte silencieuse menée par les détenus eux-mêmes. Avec leurs avocats, ils font condamner l'État. Des amendes, des indemnités versées aux prisonniers pour traitement dégradant, atteinte à la dignité humaine. Nous n'avons pas été autorisés à filmer dans ces prisons que l'on peut désormais qualifier de hors-la-loi. Mais cela ne nous a pas empêchés de faire l'enquête. Regardez ce document de Delphine Pruneau et Chloé Cormery. Delphine nous rejoindra tout à l'heure. C'est l'histoire de deux hommes, marqués à jamais par la prison. Ils ont été incarcérés dans la même maison d'arrêt, celle de Rouen. Bruno a été condamné 3 fois pour des faits de violence. C'est sa dernière détention qui l'a traumatisé. La vie de cellule, pour moi, c'est un enfer. Ça a été un enfer, quoi. Je suis tombé dans une cellule dégueulasse, pourrie. Les murs s'effritaient. C'était invivable. Je n'oublierai jamais les choses que j'ai vues qui m'ont fait très mal et qu'on m'a fait du mal aussi. J'ai été prendre ma douche et puis dans ma douche, on a abusé de moi. C'est tout. On a abusé de moi et j'ai gardé ça pour moi. C'est la voix du silence, il ne faut rien dire, quoi. On doit se taire. T'es là pour faire ta peine, et après c'est tout, tu fermes, entre guillemets, tu fermes ta gueule. Le soir, je gardais pour moi, puis je pleurais tout seul dans mon lit, quoi. J'ai pas peur de le dire. Je pleurais tout seul dans mon lit. On a du mal au lit de temps en temps. C'est tout. Robert, lui, est sorti il y a 2 ans, après une condamnation pour violence conjugale. Jamais j'oublierai les 14 mois d'incarcération, jamais. On était 3 par cellule. Il y avait à peu près 8 mètres et demi, 9 mètres. Pas d'intimité dans la cellule. Un petit mur qui séparait les waters. Une ouverture face à la table où on mangeait. Quand on allait aux toilettes, il fallait demander aux gens s'ils pouvaient se pousser parce que c'était impossible de faire comme il faut. C'est humiliant, ouais. Oui, c'est humiliant. Et puis pas d'air. Pas d'aération. J'ai vécu dans la cellule des moments de tension énormes, style un pervers sexuel qui se masturbait devant moi. C'est pas humain, c'est pas humain. Je reconnais que je mérite une peine, mais on n'a pas le droit d'être traité comme ça. À 4 mois de sa libération, Robert sombre dans le désespoir. Je voulais me pendre, me tuer, tout simplement. C'était trop dur. C'était trop dur, j'étais à bout. Et comment un jour on peut se dire je veux en finir? C'est parce que c'est le ras-le-bol de cette humiliation en permanence, en permanence. Qu'est-ce que ça fait d'en parler? J'ai les larmes aux yeux. Robert et Bruno, 2 hommes qui se disent brisés par la prison. Mais 2 hommes qui ont relevé la tête le jour où ils ont reçu cette lettre de leur avocat. J'ai l'immense plaisir de vous informer que, par ordonnance en date du 11 juin 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à votre demande et a condamné l'État à vous indemniser à raison des conditions de détention indignes qui vous ont été imposées lors de votre détention à la maison d'arrêt de Rouen. Chacun a reçu un chèque de 1 000 € de l'État français au nom du respect de la dignité humaine. Je l'ai lu 2-3 fois quand même, pour voir si c'était vraiment... je ne rêvais pas en fin de compte. C'était un immense plaisir pour moi. Là, je suis reconnu comme un être humain, pas comme un chien. Ce sont les mêmes lois de la République qui les ont punis et qui aujourd'hui les indemnisent. J'étais fier que l'État a perdu, parce qu'il y a eu quand même une justice qui nous a entendus. C'est grâce à ce jugement que j'ai quand même retrouvé ma fierté. À Rouen, comme Robert et Bruno,
Près de 200 détenus ont fait condamner l'État pour les mêmes motifs. L'insalubrité de leurs cellules, la promiscuité, les mauvaises conditions d'hygiène. Depuis, le mouvement s'est étendu. À Dunkerque, Caen, Bois d'Arcy, Nouméa, mais aussi au Beaumet à Marseille, où 2 prisonniers sont dédommagés pour traitement dégradant. La plupart d'entre eux sont en maison d'arrêt. Ils sont prévenus, en attente de jugement, ou condamnés à de courtes peines, tous confrontés à la surpopulation carcérale. En attaquant l'État depuis leurs cellules, ces hommes et leurs avocats ont fait naître une nouvelle forme de mutinerie, silencieuse et légale. C'est à 20 000 km de Paris, au beau milieu du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, que ce mouvement vient de connaître une victoire historique. L'avocat Laurent Aguila a obtenu une indemnité pour 30 prisonniers à Nouméa. Installé sur l'île depuis près de 20 ans, l'avocat défend la cause des détenus avec la Ligue des droits de l'homme et l'Observatoire international des prisons. Ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années que je le plaide. Je l'ai plaidé 200 fois devant la cour d'assises en leur disant, monsieur l'avocat général, est-ce que vous savez où vous envoyez ces gens-là? Ce matin, Laurent Aguila rend visite à Victor, l'un des premiers plaignants dans la procédure. Ah, monsieur Boulango. Dans quelques jours, Victor va toucher un chèque de 800 €. Ah ben je vois qu'il y a les petites filles qui sont là. C'est la première fois de sa vie qu'il entrait en prison. Pour faire condamner l'État, l'avocat s'est appuyé sur le rapport très officiel du contrôleur général des prisons. Je voulais vous montrer que vous étiez le premier qui figurait sur le jugement qu'on a obtenu du tribunal administratif. Le tribunal a fait droit à l'indemnisation sur le principe à cause de l'indignité de la prison. Là, j'ai le rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté. Et c'est lui il est quand même à qui vous avez parlé. Matelas posé à même le sol crasseux et humide où circulent des rats et des cafards. C'est de la rue, voilà, il est arrivé en France, il a dit ça. Il a dit oh mais on est où là, on est dans un bagne, on est en quelle année, on est en 1850 au bagne des colonies. Donc, alors à la suite de cette décision... Placé en détention provisoire, Victor n'oubliera jamais ces 5 mois passés dans la cellule numéro 23. Tous les prisonniers... Comme j'étais le 6e détenu, donc ma place était par terre. Quand vous dormiez par terre, est-ce qu'il y avait des rats dans la cellule? Ah oui, ça c'était... ce qui m'a choqué, c'est qu'on avait l'habitude de voir ça dans des films. Moi qui étais par terre, je dormais, mais il y avait la grille de la porte en face, les petites grilles là. Vous voyez les rats, c'était comme on mangeait le soir, après les restants de manger, on mettait dans la poubelle. Ben, les rats, ils venaient prendre la suite, quoi. Je dormais, mais les yeux ouverts, j'étais là, à l'affût de voir, ça n'avait pas rentrer sous ma couverture ou... Ah, c'était horrible. Donc quand vous allez rentrer à Marais, vous allez pouvoir, parce que c'est ce que vous disiez. Comme Victor, 30 détenus vont être indemnisés. On les a tous remis au juge. Mais 60 autres viennent de déposer un recours contre la prison de Nouméa. Une prison qu'on appelle le camp Est. C'est un centre pénitentiaire bâti sur les restes du bagne de Nouméa. De la maison d'arrêt et de ses cellules, aucune image n'était sortie depuis 10 ans. Jusqu'à cette visite surprise du contrôleur général des prisons en octobre 2011. L'équipe du contrôleur inspecte les cellules, dresse un constat accablant et prend des photos. Ces clichés exclusifs, les voici. Ce sont des cellules de 12 mètres carrés où s'entassent 6 détenus. Le 6e dort par terre sur un matelas. 200 hommes, essentiellement des Kanaks, vivent 22 heures sur 24 dans la crasse, la puanteur et l'insalubrité.
avec en guise de toilette et de douche, ses WC à la turque. Dès notre arrivée sur l'île, nous contactons la direction de l'établissement pour une demande de tournage et d'interview. Bonjour. Pour le moment, comme tout fonctionnaire d'État, je suis tenu. Puis c'est pas à vous que je vais apprendre en plus que le sujet est épineux. Donc voilà. Ça va relever de la compétence du cabinet ou du ministre. Pendant notre séjour, aucun membre de la direction ni du personnel n'acceptera d'interview. Tous soumis au devoir de réserve. Le seul témoignage que nous avons pu recueillir est celui d'un médecin. À l'hôpital de Nouméa, le docteur Éric Michoulier est pédiatre. Respire fort, mon grand. Ok. Viens t'asseoir. L'hiver dernier, Tu respires fort encore? l'urgentiste doit remplacer au pied levé un collègue à la prison. Comme ça. Il est fébrile? Ouais. Pendant 4 mois, il plonge dans un univers qui va le bouleverser. Dès le premier jour, j'ai eu pas mal d'infections, puisque j'arrivais en plein cœur de l'été, et l'été calédonien, donc mois de novembre, décembre, les microbes sont très très actifs, et plus les cellules sont surpeuplées, et plus les infections gagnent, se propagent. Le staphylocoque doré, c'est un microbe qui est extrêmement contagieux et qui n'épargne absolument personne dans ce contexte. C'était inhumain. C'était inhumain. C'était franchement dégueulasse. Les gamins étaient comme des fauves, des bêtes sauvages dans des pièces exiguës de 10 mètres carrés à 6 ou 7, collés les uns aux autres, dans une puanteur pas possible, avec des faits d'agressivité quasi quotidiens. C'est vrai que voir tous ces jeunes, les voir, plutôt les entendre, hurler comme des animaux, parce qu'il ne reste plus que ça pour s'exprimer. En tout cas, j'ai été vraiment bouleversé, oui. Bouleversé. C'est pas une prison, c'est un cloaque. C'est pas une prison. C'est pas une prison de la République, en tout cas. Dans le pays qui m'a vu naître, je suis né en France, pays des libertés, égalité, fraternité. Égalité, fraternité, c'est plus que discutable. Cet homme qui claudique, le docteur Michoulier l'a soigné au camp Est. Émile a passé 5 mois en maison d'arrêt pour plusieurs conduites en état d'ivresse. Quand il entre en prison, sa prothèse de hanche présente une infection. J'avais une plaie sur ma jambe. Même le médecin qui m'avait consulté m'a dit « mais votre place n'est pas ici. On ne demande pas votre avis, on arrive puis on vous parque avec les autres. Vous vivez votre pénitence. » Émile reçoit des soins. La plaie se referme, mais les douleurs reprennent. On m'a demandé d'aller faire des radios. Mais à chaque fois, mes rendez-vous, ils étaient annulés le même jour. Soit disant que personne pour m'emmener pour faire les radios. Déjà pour avoir des béquilles là-bas, il a fallu que je pleure. Et après, quand je suis ressorti, alors que j'avais plus appui sur mes jambes parce que j'avais des douleurs, ils ont récupéré les béquilles. Et moi, quand j'étais ramené chez moi, je suis sorti en soutien sur une jambe. Aujourd'hui, Émile doit se faire poser une nouvelle prothèse de hanche pour retrouver l'usage de sa jambe. Lui aussi veut attaquer l'État. Personnellement, je suis marqué à vie, et aussi bien moralement que physiquement. On a toujours dit qu'ici c'est un pays de droit, où on respecte la dignité des hommes, mais c'est pas ce que j'ai constaté, moi. On a l'impression que là-bas c'est un centre d'enfouissement de déchets humains. On laisse les gens pour les oublier. Les conditions sanitaires de sa détention ont-elles aggravé sa santé? Mais surtout, dans son état, Émile devait-il être incarcéré? Au camp Est, on peut aussi perdre la vie. Soulénaud vient chaque semaine se recueillir sur la tombe d'Olivier, son fils unique. Dans quelques jours, ce sera le premier anniversaire de sa mort. Cacao, Olivier, Victor. Olivier avait 24 ans. Voilà. Olivier, j'ai même pas emmené encore la peinture. Hein? Je vais aller chercher un pot et puis je vais venir, je vais peindre ta croix.
Petit délinquant, Olivier purgeait une peine d'1 an pour une série de vols. Ce que je ressens, c'est le manque. Parce qu'il venait toujours me voir. Et ça, c'est le manque de le voir. J'ai perdu l'être le plus cher que j'avais, ou quoi. C'est tout. Olivier devait sortir cet été, mais il a été tabassé à mort par ses codétenus. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi ça tombait sur lui pour quelqu'un qui est non violent. C'est ça que je comprends pas. Ce soir d'octobre 2011, dans la cellule numéro 15 du camp Est, une violence inouïe va coûter la vie à Olivier. Pendant une demi-heure, 3 de ses codétenus le rouent de coups, avec la complicité d'un 4e. Un surveillant donne l'alerte, mais le médecin d'urgence arrive 1 heure après l'appel. Il constate un arrêt cardio-respiratoire, appelle en renfort le SAMU. Mais il est trop tard. Olivier meurt d'asphyxie. Les 4 détenus sont placés en quartier disciplinaire. 10 jours plus tard, le 4e prisonnier, celui qui n'a pas porté assistance à Olivier, se suicide dans sa cellule. Il se pend avec son drap. Cette tragédie est-elle une fatalité de la violence en milieu carcéral? Ou a-t-elle un lien avec la surpopulation du camp Est? Le père d'Olivier veut comprendre. Il s'est constitué partie civile et a choisi Laurent Aguila comme avocat. L'instruction est toujours en cours. Absolument. On va faire toute la lumière. Et c'est le but d'une enquête qui est dirigée par le juge d'instruction. Oui. Mais les avocats peuvent demander beaucoup de choses pour que toute la lumière soit faite, parce qu'il n'est pas question que ce dossier arrive devant la cour d'assises s'il y a la moindre chose qui est cachée. Alors pour l'instant, il y en a 2 qui disent qu'ils n'ont pas voulu tuer, ils ont frappé pour faire mal. Et il y en a un seul qui dit avoir frappé pour tuer, être allé jusqu'au bout. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous vous souvenez... Durant leur détention, les 3 auteurs présumés avaient fait l'objet d'incidents disciplinaires. Olivier, lui, était considéré comme un prisonnier calme. On peut se poser la question de savoir si on peut mettre des gens en cage comme des animaux sans tenir compte du fait qu'éventuellement il y a des violents et il y en a qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont condamnés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Normalement, dans n'importe quelle prison, on fait très attention à ça. Mais la situation au camp Est de Nouméa est telle que c'est quelque chose dont on ne peut plus tenir compte. Et il faut mettre un terme à tout ça. Et j'espère que ce procès va servir à ça, à ce que ça ne se reproduise plus jamais. Le procès aura lieu dans quelques mois, devant la cour d'assises. Parce que c'est ce qui a été déclaré dès le début. Pourquoi le camp Est est-il si surpeuplé? Et pourquoi n'a-t-il pas été aménagé en conséquence? Depuis 2 ans, l'État a certes débloqué des fonds, des travaux de rénovation sont en cours. Mais pour l'instant, dans le quartier de la maison d'arrêt, rien n'a vraiment changé. Au palais de justice, nous avons rencontré la procureure générale, en charge de l'exécution des peines. Selon la magistrate, la délinquance a augmenté en Nouvelle-Calédonie. Mais face à la situation déplorable de la prison, Annie Brunet-Fuster a décidé de ne plus incarcérer les primo-délinquants condamnés à moins d'1 an. J'ai donné cette instruction jusqu'à 1 année d'emprisonnement. On ne peut pas incarcérer, donc mettre à exécution des peines, dès lors que les cellules sont pleines. Je ne peux pas surajouter à 6 détenus des détenus supplémentaires. Ça me paraît d'une évidence absolue. C'est quelque chose qui n'est pas pensable. Non seulement dans le cadre de mes fonctions, mais encore une fois, en tant qu'individu. C'est pas possible. Selon les avocats et les syndicats de magistrats, 1 millier de peines de moins d'1 an ne seront jamais mises à exécution. En attendant, l'avocat Laurent Aguila poursuit ses recours devant les tribunaux. 200 autres détenus viennent de le saisir. Les 3/4 des prisonniers réclament maintenant des comptes à l'État. Et vous dites pourquoi vous avez envie de rentrer à la maison.
Moi, je vais continuer et de plus en plus fort. Je dépose une requête pour 117 personnes. Dans quelques semaines, ça sera encore 150. Nous allons attaquer sur le plan pénal maintenant, lorsqu'il y aura des blessures involontaires, voire des homicides involontaires. Nous allons aller jusqu'au bout et nous ne cesserons jamais ce combat pour que les gens qui partent en prison, évidemment, doivent être punis. C'est pour l'exemple, c'est pour la punition, c'est pour la pédagogie, mais également doivent être dans des conditions de dignité que toute personne dans une république de fraternité doit accorder à l'autre. À Nouméa, Laurent Aguila poursuit un mouvement enclenché il y a 4 ans en métropole. À Rouen, c'est un autre avocat qui est à l'origine de toutes ces procédures, Étienne Noël. Bonjour Sandrine. Ça va? C'est quoi ça? Les détentions, ça se passe mal. À Caen, c'est un monsieur de Caen. C'est le premier à avoir fait condamner l'État. À Rouen, il a déjà obtenu 350 000 € d'indemnisation. De là à là, toutes les procédures qui ont été faites sur Rouen entre 2009 et 2012. C'est à peu près 3 ans de travail, ça. Et puis il y en a encore ici, c'est les Baumettes. Ça, c'est les 2 maisons d'arrêt de la Guadeloupe. Plus de 250 dossiers. C'est le combat de sa vie, né d'une rencontre avec un jeune détenu, victime de viol. J'avais 2 ans de barreau, je connaissais rien à la prison et ça m'est tombé dessus comme ça. Tout s'est révélé à moi. La difficulté de vivre en prison, l'encellulement collectif, les rapports de force en cellule, la loi du caïda, la loi du silence, le fait que vous ne pouvez pas porter plainte sinon vous en prenez encore plus plein la gueule. Dans les prisons, l'annonce de ses victoires s'est répandue comme une traînée de poudre. Aujourd'hui, Étienne Noël reçoit 2 à 3 lettres par jour de détenus de toute la France. Il s'est lâché, ouais, c'est très bien les gens qui se lâchent. C'est énorme, ouais, c'est énorme. Il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué depuis 2010. Les personnes détenues ont enfin compris qu'elles avaient des droits. C'est une révolution, ça. C'est exaltant de participer à ce mouvement-là. Pour constituer leur dossier, les détenus répondent à des questionnaires, font des croquis de leurs cellules, racontent leur quotidien, comme des centaines d'appels au secours. En voici quelques extraits. 14 août 2012. C'est en désespoir de cause que je viens à vous. J'étais incarcéré au bâtiment A, cellule 4. J'ai perdu du poids et j'ai envie de rien. Je vous écris aujourd'hui car je suis toujours touché psychologiquement. J'ai du mal à dormir la nuit et je suis sans arrêt en train de regarder derrière moi car j'ai peur. Ici, je ne suis pas privé de liberté, la maladie s'en est chargée. Je suis privé de soins et de bien-être et d'affection. La mort vaut mieux que cette vie, pire qu'un animal. Étienne Noël croule sous les demandes. Pour y faire face, il vient de recruter cette jeune avocate spécialisée en droit pénitentiaire. Et le garde des Sceaux nous dit... C'est elle qui va plaider les prochains recours devant le tribunal administratif de Rouen. Étienne Noël, lui, parcourt la France entière pour recueillir les témoignages des détenus et frapper l'État au portefeuille. Je pense que pour faire bouger les choses, la seule façon qu'on puisse utiliser, c'est effectivement la voie pécuniaire. Moi, je pense que l'État ne bouge que quand il a un couteau dans le dos. Lorsque l'avocat est saisi par un détenu, il doit d'abord faire expertiser sa prison. C'est le but de sa visite aujourd'hui à Troyes. Étienne Noël a rendez-vous avec 2 experts judiciaires. Dans ce type de procédure, ils sont les seuls habilités à enquêter sur les conditions réelles de détention. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien? L'avocat retrouve aussi l'un de ses clients, Vincent, un ancien détenu à l'origine de cette requête. C'est humide parce qu'il fait très froid l'hiver, parce qu'il fait très chaud l'été. C'est insupportable. Il faut s'allonger sur le carrelage pour pouvoir dormir, peut-être. Oui, la gale, les morpions, toutes les maladies ici. Avec Vincent, 3 autres détenus ont déposé un recours contre cette maison d'arrêt de Troyes, aujourd'hui surpeuplée. Elle ne peut accueillir que 110 prisonniers, ils sont 170. Les experts contrôlent les cellules, notamment celle de Vincent.
il l'a reproduite sur ce dessin, dans les moindres détails. Avec ses 3 lits superposés, ce matelas au sol, ses 10 mètres carrés pour 4, ces 60 cm qui séparent la table des WC. Nous n'avons aucune image de l'intérieur, aucun témoignage. Et pourtant, quand nous filmons les bâtiments d'un immeuble voisin, des paroles nous parviennent. Ce sont des détenus qui nous interpellent. C'est la misère, la merde, la merde. Il y a 3 lits pour 4 personnes. Qui dort par terre. La fenêtre elle est cassée, la fenêtre. Les toilettes elles fuient. Vous êtes là depuis combien de temps? 1 mois. 3 heures plus tard, l'expertise est terminée. Dans quel état sont les cellules que vous avez pu voir? Moi, je les ai toutes trouvées particulièrement dégradées. On en a une avec les plafonds qui se dégradent, etc. Des histoires de systèmes électriques qui ont l'air particulièrement scabreux. Ce qui m'a surtout frappé, moi, c'est que très rapidement, dans l'après-midi, on n'y voyait absolument plus rien dans les cellules. Ici, Étienne Noël a perdu la première procédure contre l'État. Mais il poursuit la bataille. Il ira jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à définir ce qui est acceptable ou pas. Voilà. Et là, pour le moment, on est face à des conditions d'incarcération qui ne sont pas acceptables. Donc tant que ça sera comme ça, moi je continuerai. On risque de lasser les experts. Je vous laisse me renvoyer le truc, d'accord? Jugée vétuste, la prison de Troyes devait fermer. Mais aujourd'hui, le projet d'un nouvel établissement est au point mort. L'État français aurait-il abandonné ces prisons? Les maisons d'arrêt sont surpeuplées, les conditions de détention dégradées et la mission des surveillants de plus en plus difficile. C'est ce que nous a confirmé ce syndicat pénitentiaire. Dans les prisons, 600 détenus dorment aujourd'hui par terre et les agressions envers les personnels se sont accrues. Alors, il y a une carte, la carte pénitentiaire qui existe, mais on a surtout aussi les chiffres qui sont tenus mensuellement, donc les statistiques mensuelles de la population pénale. Et si on prend la carte pénitentiaire, on s'aperçoit, je les ai entourés, les établissements comme Bayonne, comme le quartier maison d'arrêt de Perpignan, La Roche-sur-Yon, Fontenay, toutes ces maisons d'arrêt sont surpeuplées à plus de 150%. Quand vous êtes surveillant et que vous irez sur un établissement, sur un étage, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de personnes incarcérées que vous devriez avoir, c'est une cocotte minute. Arrêt maladie, suicide, les syndicats s'inquiètent de la souffrance des surveillants. Si révolte il y a dans les prisons françaises, elle viendra du côté des personnels. Parce que les personnels n'en peuvent plus. Parce que la souffrance, elle est présente. Parce que les personnels en ont ras-le-bol d'être constamment attaqués. Surveillants, détenus, des 2 côtés, une révolte sourde envahit nos prisons. Et la liste des recours devant les tribunaux s'allonge. À Fleury-Mérogis, Fresnes, Saint-Étienne ou encore à Cayenne, en Guyane, des détenus ont saisi la justice ces derniers mois pour faire reconnaître eux aussi leur droit à la dignité. Bonsoir Delphine, vous avez réalisé cette enquête. Dites-nous quelle est exactement l'ampleur de cette mutinerie silencieuse et légale dans les prisons françaises. Alors aujourd'hui, depuis la première condamnation de l'État à Rouen par Étienne Noël en 2008, près de 300 détenus en France, métropole et outre-mer, ont déjà été indemnisés. Ce sont des sommes assez faibles. On peut considérer en moyenne qu'il s'agit de 150 à 200 euros par mois de détention. Ce sont des sommes symboliques, mais c'est un contentieux qui est en progression. Et si on y ajoute aussi le fait que l'État est condamné aussi maintenant pour des cas plus lourds, c'est-à-dire des cas de suicide ou de meurtre en détention, eh bien là, la progression est très nette. L'État a été condamné à verser 500 000 euros d'amende en 2010 et c'est plus d'1 million aujourd'hui en 2012. Alors Christiane Taubira, la ministre de la Justice, a annoncé un plan de rénovation des prisons. Les Baumettes, la prison de la Santé, ainsi que Fleury-Mérogis pour environ 800 millions d'euros. Elle a également annoncé que 3 nouvelles prisons allaient être construites pour remplacer 7 qui étaient vétustes. Est-ce que c'est tout?
qui fait partie de son plan? Il y a d'autres Non, choses. puisque dès son entrée en fonction, Christiane Taubira a annoncé qu'elle voulait en finir avec ce qu'elle a appelé le tout carcéral. Ça veut dire notamment le recours à la prison pour les petites peines. En septembre, elle a fait publier une circulaire de politique pénale en demandant aux magistrats justement de ne plus recourir systématiquement à la prison pour les courtes peines. Mais depuis cette circulaire, il n'y a pas eu d'effet, si vous voulez, direct sur la surpopulation en prison, puisque les chiffres là sont les mêmes depuis quelques mois. Et la situation est tellement critique que très récemment, 60 directeurs de prison relayés par les syndicats de surveillants, et c'est beaucoup 60 directeurs de prison, c'est presque un tiers des directeurs d'établissement, ont publiquement dit leur malaise en disant la situation n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable. Les changements pour les détenus, c'est pour quand? Alors si on prend un exemple, celui de Nouméa, que nous montrons dans le reportage, il y a actuellement un peu moins de détenus à Nouméa, en raison notamment de cette décision de la procureure générale de ne pas mettre à exécution certaines petites peines. Mais pour autant, le quotidien n'a pas changé. L'État a débloqué des fonds. On parle de 30 millions et sur une série donc de travaux, mais il n'y aura pas de réhabilitation complète de l'établissement avant 2015, ce qui veut dire encore 2 années au moins pour un quotidien encore difficile pour les détenus, particulièrement dans les maisons d'arrêt, c'est-à-dire les courtes peines. Merci Delphine.